Est-ce qu'il y a du monde qui se sont rendus riches? Est-ce que les Beaucerons ont connu l'abondance à cause de la présence de l'or à cette période-là? Oui. Il y a eu certaines familles qui ont été très prospères. On croit qu'il y a peut-être jusqu'à 25 000 onces d'or qui étaient minées dans une période de 4 ans. 25 000 onces d'or. Oui, sur à peu près, à l'intérieur à peu près 400 mètres. Quand on parle de ruée vers l'or, tout naturellement, on pense au Klondike, à la Californie, à l'histoire de ces hommes et de ces femmes courageux qui ont traversé 1000 périples dans l'espoir de s'enrichir. Mais pas besoin d'aller si loin pour trouver le bon filon. C'est du moins ce que diront les Beaucerons, eux qui ont peut-être de l'or sous leurs souliers, comme l'espéraient leurs ancêtres. Au milieu du 19e siècle, la fabuleuse histoire de la ruée vers l'or de la Beauce enflammait les esprits. Le petit village de Saint-Simon-les-Mines est sorti de sa quiétude lorsque des centaines de chercheurs d'or se sont installés dans le secteur avec leurs familles à une certaine époque. Les plus grands espoirs se sont transformés en déceptions. Mais puisque l'histoire est un éternel recommencement, se pourrait-il vraiment qu'il y ait encore de l'or en Beauce? Les Beaucerons ont sous leurs pieds un véritable trésor que déjà leurs ancêtres ont tenté de découvrir avec plus ou moins de succès, l'or. Le fameux métal jaune. Passionné d'histoire, président d'une société qui fait de l'exploration, la compagnie des Champs d'or incorporés, mon invité aujourd'hui, Patrick Levasseur, croit, lui, dur comme fer, qu'il y a de l'or en Beauce. Bien, Patrick Levasseur, j'espère que vous allez nous remplir d'espoir. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à y croire à cette présence de l'or, tout d'abord en Beauce? Ma profession, avant d'être président de la Société Champs d'or en Beauce, j'étais un courtier en valeurs mobilières. Oui. Une des fonctions que je faisais, c'est que je faisais beaucoup de financement de compagnies faites d'exploration d'or. Et en dans ce domaine-là, je veux dire, j'étais pas mal au courant de ce qui se passait au Canada, qu'est-ce qui était... on pourrait dire le mot, qu'est-ce qui était hot, point de vue d'exploration. Ouais. Je croyais que j'avais une bonne connaissance de qu'est-ce qui se passait au Canada, point de vue exploration ou exploitation minière en or. Ensuite, après ça, un peu par hasard, j'ai vu qu'il y avait une histoire qui disait que, il y avait une ruée vers l'or au Québec. Et qu'est-ce qui m'a étonné, c'est que, tiens, je veux dire, dans l'industrie, c'est la première fois que j'entends ça. Mais donc, vous êtes un passionné d'histoire de la conquête de l'or en Beauce, mais c'est une passion qui vous inscrit aussi dans la modernité parce que cette histoire-là n'est pas terminée avec vous, là. Ça continue. Là. Non, elle n'est pas. On ne peut pas parler de passé vraiment, mais on s'inscrit dans le présent. Là. Bien, elle n'est pas. Je dis, premièrement, c'est que oui, absolument. Je dis, là, en ce moment, on est actif à faire... on cherche la source de l'or qui était exploité. Est-ce que l'or qui était miné à Saint-Simon-les-Mines, un peu comme qui était miné au Klondike, le fameux Klondike au Yukon, c'était des pépites d'or, des grains d'or. C'est quoi? C'est que c'est de l'or qui a été arraché d'une source par force de nature, soit un cours d'eau ou mouvement glacier, qui a été remobilisé pour créer un nouveau dépôt. Puis il a bien fallu que quelqu'un découvre une première pépite, là, puis wow! Ça a été la ruée. Comment ça s'est-tu passé de cette manière-là ou quoi? Oui, bien, la fameuse histoire, c'est une fille qui promenait son cheval, Clotilde Gilbert, qui a trouvé quelque chose qui bruyait dans le cours d'eau, dans la rivière Gilbert. C'est-à-dire que la rivière portait déjà son nom? Ou... Non, elle avait un autre nom. Oui? Que je sais pas, mais elle avait un autre nom. Et par après, ils ont changé ce nom-là à la rivière Gilbert. Oui. Elle a trouvé une pépite d'or. Et les nouvelles de ça, mais ça s'est répandu. Ça s'est propagé, évidemment. Puis là, mais ouais. Et ça a commencé vraiment, c'est la famille qui avait, une des familles de la région, qui est, je pense, la famille Poulain, je crois, qui a sur son terrain, une partie de la rivière, où c'était... Là était plus accessible parce que c'était pas si creux que ça. OK? Et faut mentionner, c'est que l'or n'était pas nécessairement dans la rivière même.
Okay? L'or est assis, c'est un til, c'est ce qu'on appelle, c'est un til aurifère. C'est un... et qui est juste à peu près 2 mètres assis sur la roche-source ou le bedrock. C'est pas ce qu'on appelle une faille, là? Non. Pas encore, en tout cas. Okay. On ne parle pas de fer à ce temps-là. On en parlera plus tard. Oh, oui, c'est vraiment... Il y en a qui croyaient peut-être que c'est un ancien cours d'eau qui était après ça enterré par différentes aires glaciales. OK. Vous voyez? Fait que quand on est plus en haut de la vallée, mais le mort-terrain est moins épais, alors c'était très accessible. Le mort-terrain, c'est ce que vous appelez, en fait, les sédiments. Le sédiment, oui, le sédiment accumulé Oui. Ou le til glacier, parce qu'on a eu plusieurs aires glaciées. Puis à chaque aire glaciale, là, ça a rejeté sa couche, puis ça a rempli la vallée de la rivière Gilbert avec les millions d'années. On voit que vous avez des connaissances en géologie, mon cher monsieur. Là. Oui, mais je ne suis pas géologue. Non, mais autant qu'en histoire, vous êtes un passionné aussi. Absolument, oui. OK. Oui. Donc, Claudile en question, Gilbert, découvre cette pépite. Est-ce que c'était une grosse pépite? Est-ce que c'était quelque chose d'important ou quoi, d'intéressant, suffisamment pour, évidemment... Mais presque, c'était une grandeur à peu près comme une pépite d'à peu près de 3 onces. Ah bon? Et le premier, je pourrais dire, qui a vraiment organisé l'endroit, il a séparé, après ça, il a séparé toute la région à cellules. Oui. Et après ça, il prenait des redevances pour les miniers qui travaillaient sur place. C'était un dénommé Lockwood. Monsieur Levasseur, on est à Saint-Simon-les-Mines, dans la salle du conseil municipal, et juste devant nous, de nos yeux, une pépite, et pas une petite pépite. C'est probablement la seule municipalité qui peut arborer sur un mur de son, hôtel de ville, une pépite de cette... C'est une vraie pépite, en fait? Non, c'est pas une vraie pépite, non. Qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est, avant de faire fondre la pépite, c'est sûr, ils ont fait un plâtre et un modèle. C'est ce qu'on voit ici, c'est la pépite, la fameuse pépite McDonald. Et il y a eu plusieurs pépites de telle ampleur qui si on regarde les anciens récits... Là, et qui l'a trouvé et de quelle manière on l'a trouvé, ce pépite-là? Mais ça, encore, c'est la même méthode comme décrit. C'est dans les puits puis les galeries. C'est-à-dire quelqu'un qui a suivi ça puis a trouvé la pépite et s'était remonté. Voilà. Ils disent il y a même récits qui disent qu'il y a plusieurs pépites de telle ampleur, aller jusqu'à 110 onces. C'est énorme! C'est énorme, oui. C'est parmi les plus grosses pépites jamais trouvées au Canada. Ça veut dire que à 70 onces, c'est 140 000 $, disons, ou plus? Aujourd'hui, le prix d'or il approche le 2000 américains. Alors, oui, c'est sûr. Mais je vous ai interrompu. Vous disiez donc que les plus grosses pépites d'or au Canada, c'est ici, à Saint-Simon-les-Mines, qu'on les a trouvées? Parmi les plus grosses, oui. Les seuls qui approchent, il y a des pépites en Colombie-Britannique qui ont déjà été trouvées, qui approchent plus ou moins de ces terres-là. Mais surtout dans l'Est du Canada, dans l'Est de l'Amérique du Nord, c'est qu'est-ce qui est vraiment unique au Québec, trouver des pépites comme ça. Et surtout les phénomènes qui pourraient créer une telle pépite, c'est ce qui nous intéresse aussi. Tout à fait. Oui. C'est quand même incroyable cette période glorieuse-là, si on veut, de cette ruée vers l'or-là qui a connu évidemment un succès à l'époque. Ça a été occulté. On l'a oublié. Mais là, on n'est pas encore rendu à la période d'oubli. C'est qu'à un moment donné, là, ça va partir en gang comme tel. Il y a des dragues même qui vont être utilisées. Expliquez-nous un peu cette période-là où vraiment on a mis le paquet là, pour trouver de l'or. Mais je veux dire, l'opération d'exploitation minière a vraiment arrêté avec la Première Guerre mondiale. Après ça, il y a eu une période qui ne s'est rien passé. Puis après ça, à la fin des années 50, il y a un grand financier minier qui s'appelle Boylan, qui est venu partenaire avec le propriétaire de la région, qui avait une bonne partie des terres des anciennes mines, la famille Bolduc. Ils sont mis ensemble pour créer une nouvelle société. Et là, l'idée... Cette exploitation était plus cotée à l'est, qu'on pourrait dire, du village, dans une autre partie de l'ancien canal d'or. Oui. Et le concept, ça était différent. Au lieu de faire des puits, des tunnels... Ouais, comme ça s'était fait comme c'était fait pendant 50 ans dans le temps. Mais regarde, on va utiliser des grandes façons, des grandes façons de mécanique, de mécanisation. C'est qu'on va faire le stripping, en effet, du mort-terrain, le type glacier. Enlever ça, oui. Enlever ça. Avec des dragues. Avec des drag lines, qu'on appelle. C'est comme une grue géante avec une grosse pelle
la grandeur d'une maison pour tout scraper ça, et pour y avoir accès. Et ensuite, on va bâtir c'est comme une grande usine flottante avec des godets sur un bras pour aller creuser encore plus creux et ramener à surface le fameux 2 mètres de tille qui contient l'or. Qui contient de l'or. Mais là, une drague, il faut de l'eau. Il n'y a pas d'eau à ce moment-là, là. Autrement que sur la rivière. Est-ce que ça a été dragué directement dans la rivière? Bien, non. Ça n'a jamais... L'or, oui, il y a certaines régions, un orpailleur peut trouver des grains, même des pépites d'or, mais la vraie concentration du dépôt est vraiment souterrain, en dessous le mort-terrain ou le type glacier, qui peut varier entre 15 à 40 mètres. OK. Vous voyez? Ouais. Alors, c'est un canal d'or, en effet, qui est enfoncé. Et, mais la drague, elle flottait? La drague, elle flottait, oui. Fait que pour faire ça, c'est qu'elle fait, il créait des étangs artificiels pour flotter la drague. La drague, c'est une grande usine. OK. Elle avait 2 fonctions. C'était creuser, ramener le minerai à la surface, après ça, faire le lavage à l'intérieur, utiliser de l'eau et de la gravité, des systèmes de tablettes et de tamises à l'intérieur pour utiliser simplement l'eau et gravité pour libérer l'or et les grains d'or, l'or grossier de son matériel. Séparer le bon de l'ivraie, comme on disait. Mais c'était une période favorable pour les investisseurs à ce moment-là? Est-ce que, dans le fond, ça a été profitable? Bien, je veux dire, c'est ceux qui ont, avant investi, ils ont fait un programme de forage, qu'est-ce qu'on appelle un forage de mort-terrain. Un forage juste pour mesurer le 2 mètres, à peu près, plus ou moins, le fameux 2 mètres qui est enfoncé, pour le mesurer. Puis ça, ils ont fait ça sur 6 km. OK. Et c'est là qu'ils ont vu qu'une grande partie de l'or n'a pas été minée. OK. Et c'est là qu'ils ont vu qu'avec le forage, ils ont évalué que c'était économique d'investir des gros montants pour faire venir cette drague-là et tout l'équipement et aller en opération. Au pied de cette pente-là, il y a le lac. En fait, le lac, c'est là que se trouvait évidemment la drague qui raclait le fond, en quelque sorte. Et on a trouvé de l'or. On peut l'affirmer. Est-ce qu'on a trouvé de l'or ici? Oui, mais ça, c'est le dernier. Il y a plusieurs étangs. Ouais. Vous voyez, ça, c'est le dernier étang avant qu'ils ont cessé les opérations. Ici, on ne sait pas s'il y a eu de l'or parce que ici, le mort-terrain est beaucoup trop épais. Puis c'est ici que la drague avait beaucoup de difficulté à atteindre le fond avec son bras de godet. Ouais. Et le lac qui est là, donc, si je comprends bien, là, c'est pas un lac naturel, c'est un lac artificiel. Artificiel, oui. Quand on regarde d'en haut, on voit bien, c'est bel et bien carré. Oui, c'était fait parce que ça s'appelle une drag line. Une drag line, c'est quoi? C'est une grue géante électrique. Ça s'appelait un Lima drag line avec un godet de la grandeur d'une voiture, OK? Une grosse pelle. Puis ça stripait. Puis même, on voit, tu sais, qu'est-ce qu'on voit ici, là, les élévations plus haut alentour, mais ça, c'est du stripping, ça. OK. Là, on n'est pas au début, là. On est dans les années 1950, les derniers? Non, ça ici, le dernier, ça doit être alentour 1963. OK, c'est tard. Oui, 1963. Ouais. Et, comme on dit, mais la drague a commencé plus, en effet, vers le rang Saint-Gustave, plus à l'est d'ici, et elle a travaillé, ça fait son chemin vers ici. Premièrement, juste à dire, c'est que pourquoi Saint-Simon-les-Mines est important, ça a beaucoup des premières d'histoire. Par exemple, la première compagnie d'or enregistrée, c'est pour Mina, c'était de là. La première mine d'or au Canada, c'était à Saint-Simon-les-Mines. Au Canada, à Saint-Simon-les-mines? Oui. Avant tout le reste, là, avant évidemment la BTB et tout ça. Là. Oui, ça a commencé avant Yukon, avant BTB. Oui, ça a commencé là. Et parmi les plus grosses pépites d'or. Parmi les plus grosses pépites d'or jamais trouvées au Canada, en bonne partie, ça vient de l'or. Ça vient de la Beauce? Ça vient de la Beauce, oui. Les premières pépites. Après ça, il y en a eu d'autres dans l'ouest du Canada, mais vraiment, les pépites de 50 ans, c'est spécial, même encore aujourd'hui. Par contre... Je comprends votre intérêt, là, mon cher monsieur. Il y a une autre partie de l'histoire un peu moins connue, mais qui a eu un grand effet sur le système minier, même en Amérique du Nord, qui s'est passé là. Et c'est une des raisons aussi pourquoi tout a arrêté. C'est que... Vous m'intriguez, ou là? Oui, c'est que pendant que tout
pendant que là, ça faisait peut-être au moins 30 ans que l'exploitation d'or allait de bon train à Saint-Simon-les-Mines, avec des grandes sociétés, des grands investissements, des sociétés même cotées à bourse de ce temps-là, tout ça. Tout bel et bien parti. Tout d'un coup, de nulle part, sort des descendants de la seigneurie de Léry. Oh, on monte dans le temps, mon cher monsieur, là. C'est loin, là. Bien, c'est loin, c'est sûr. Même si on parle à 1880, ça faisait plus que 100 ans qu'il n'y a plus de seigneurs vraiment le régime seigneurial avait été aboli aussi. Ben oui, après, les autres sortent de nulle part et le disent, oui, regarde, oui, on a plus les terres, mais quand même, notre famille, on a tout le temps gardé le droit sur l'or et l'argent et les minéraux. Oh, surprise. Surprise, oui. Et ensuite, ils demandaient à tout le monde, OK, arrêtez tout le monde vous devez une redevance de 25 Oh là là. Okay. Et effectivement, les propriétaires des mines à ce temps-là, ils ont dit, pas question. Il n'est pas question. Ça les a refroidis, autrement dit, ils ont cessé leur... Bien, c'est arrivé que les descendants de la seigneurie, ils ont amené en cours tout le monde, et ça, c'est allé en cours. Le juge a donné raison à la famille des descendants de la seigneurie. Et là, évidemment, le gouvernement a certains problèmes ici. Écoutez, si tous les descendants de chaque seigneurie ressortent puis revendiquer leurs droits sur les minéraux, mais on ne pourra pas exploiter. Il y aurait quelques familles qui vont avoir un contrôle, un en main prise, surtout de développement des ressources naturelles au Québec. Alors, c'est là que le Québec a dit, regarde, c'est là qu'on règle tout ça. OK? Les ressources naturelles appartiennent à l'État. À l'État. C'est une richesse maintenant qui appartient. Ça a été étatisé. Le sous-sol, on s'entend. Là, le sous-sol, oui. OK. Et c'est l'État qui va donner des licences ou des droits d'exploration et d'exploitation. Le système minier ou le système qu'on connaît aujourd'hui, les claims miniers. Êtes-vous en train de dire que ce système de claims-là a été... pas inventé, mais inauguré, en tout cas créé ici au Québec et par la suite appliqué ailleurs. À cause du jugement légal qui est arrivé à Saint-Simon-les-Mines. Qui est responsable de tout ça. Alors, ce système-là est appliqué seulement au Québec, au Canada, puis c'est un système qu'on retrouve en effet partout en Amérique du Nord. En Amérique du Nord. L'État, je veux dire, tout ça. Mais par contre, ça a eu un effet un peu... l'effet que ça a eu, c'est que pendant, c'était le jugement et tout le reste du Québec, c'est que c'était le statu quo dans le sud du Québec. Alors, dans le sud du Québec, si vous étiez propriétaire immobilier, si vous avez les lots immobiliers, vous êtes aussi... propriétaire du sous-sol? De sous-sol, les à cette époque-là. À cette époque-là. Mais, alors, pendant que tous les systèmes de claims et jalonnement s'est développé au Québec et partout au Canada, dans le sud du Québec, ça restait... c'était un droit acquis, dans le fond? C'était un droit acquis qui a duré jusqu'à... C'est juste en 1985 que le gouvernement du Québec a repris les droits. Ah oui, en Beauce? En Beauce et en partie aussi Canton de l'Est. Ah bien. Vous voyez? Comment dire étant. Fait que, à cause de ça, mais il y a eu une stagnation, en effet, de développement et d'exploration. Parce que le sud du Québec, c'est un endroit en potentiel minéral très riche. Le monde oublie, mais par exemple, à Sherbrooke, c'est un camp minier. Ça a commencé par un camp minier de cuivre. Pour un certain temps, la plus grosse cuivre au monde se trouvait à la sud de Sherbrooke, la mine Estus. Une autre histoire qu'on peut raconter. C'est à peu près les mêmes, des années 1860, les mêmes temps où il y avait aussi l'exploitation d'or en Beauce. Ah oui. Ça fait presque une demi-heure qu'on marche en forêt, mais je pense que ça valait la peine parce qu'on arrive devant l'entrée d'un puits, un véritable puits de mine. C'est ça ici? Exactement. Ah oui, c'est un convoi. On voit bien, elle est bien carrée, tout ça, elle est bien taillée. Oui. Et ça peut aller une profondeur de tout de 20 mètres. Oui. Et comme c'était tout fait à main, ça. Incroyable. Oui, avec des pics et des pelles. Et qu'est-ce qu'il faisait, c'est ça. Il faisait ces puits-là, elle allait jusqu'au fond, jusqu'au bedrock, jusqu'à la roche source. Source, trentaine de mètres, oui. Vingtaine de mètres à peu près? À peu près une vingtaine de mètres. Ah oui. Tu dépasses qu'on est, oui. Là, oui. Okay. Puis après ça, mais il faisait des branchements, il faisait des tunnels. Les fameux tunnels. Des tunnels, puis comme c'est un réseau de tunnels qui va des kilomètres, qui va jusqu'en haut du village, aller jusqu'en haut du ruisseau Giroux. Mais on est à des kilomètres du village ici, oui. Donc ça s'étendait sur puis des kilomètres et des kilomètres. Oui. Incroyable. Oui. Puis après ça, il revenait ça à la surface. Et après ça, ça a évolué. Après ça, il y avait des tunnels le plus grand. Mais donc ça, en fait, c'est quasiment un monument historique, si on veut. Ça date de combien d'années à peu près, là?
Ces échappes-là doivent dater à l'entour de 1870 à 1880 à l'entour. On voit encore les poutres, hein, la forme, les poutres là, qui, évidemment, soutenaient les beams de bois qui Oui. étaient taillés. Puis ça, je veux dire, ça continue comme ça jusqu'au fond. Puis après ça, même chose. Après ça, supposément, il y a des galeries toutes toutes soutenues par beams de bois. Et c'est incroyable, ça se faisait au pic et à la pelle, ça. Au pic à la pelle, oui. Vous êtes un drôle de promoteur parce que, évidemment, la recherche d'or est le but ultime, mais on sent que toute l'histoire derrière est intéressante pour vous et c'est un motif qui vous... En fait, c'est quelque chose qui vous motive beaucoup. Hein? Je ne sais pas si les deux vont de pair pour vous, toujours. Les deux vont de pair, oui. Je veux dire, j'adore l'histoire. J'adore l'histoire du Québec. Oui, je veux dire, c'est... comment dire... Et c'est quelque chose... pas que j'étais jeune, c'est arrivé avec le temps. Avec le temps, je veux dire, on a une meilleure appréciation sur... sur notre... Oui, mais vous êtes... Écoutez, vous n'êtes pas beauceron, sauf erreur. Est-ce que vous êtes originaire de la région, vous? Non, je viens de Montréal. Imaginez, puis vous êtes passionné par l'histoire d'ici quand même. Bien, je veux dire, quand je suis arrivé, c'est que, comme j'avais dit, je disais avant, j'étais courtier à valeur mobilière. Oui. Et je faisais des... J'ai un peu de connaissances d'industrie parce que je faisais du financement pour l'industrie. Mais tout a commencé, c'est que j'avais loué un chalet à Lac-Mégantic avec ma famille, tout ça. Puis je voyais, puis déjà, vu que j'avais intérêt dans le financement compagnie, j'avais intérêt dans des... Je ne suis pas géologue, mais j'avais intérêt dans des belles roches. Voilà. Et quand je suis à Lac-Mégantic, ce qui m'intriguait, c'est que, wow, toutes les belles couleurs d'oche qu'on voit dans le lac, puis, tu sais, et des choses qui brillent aussi. Et c'est là que je m'amusais avec les enfants, puis on faisait un peu du lavage, les pierres, tout ça, puis on a trouvé des gros morceaux d'or qui étaient de la pyrite. On appelle le fool's gold. L'or des fous. L'or des fous. Mais quand même, tu sais, ça m'a donné la piqûre. Qu'est-ce que ça s'appelle? Dans l'industrie, on appelle the gold bug. I got the gold bug. Ah, ben tu parles, c'est bien. I got the gold bug. Et là, ça me traquait dans la tête, tout ça. Puis c'est là que, quand je faisais la recherche de l'histoire de la région, de la Sud du Québec, c'est là que j'ai découvert cette belle histoire qui a eu la première rue vers l'or dans la Sud du Québec. Pour moi, c'était Klondike, évidemment. Ouais. Après ça, même Colombie-Britannique. Ouais. Non, juste ici au Québec. Et pas juste une petite affaire, c'était vraiment d'ampleur. Si tout se passe comme vous l'espérez, mon cher monsieur, et je sens que vous avez un objectif en tête, quelles sont les principales étapes qui restent à franchir et le but ultime, vous l'établissez à partir de quelle période, de quel moment? Bien là, on est rendu à un point très important dans l'outil clé d'une société d'exploration, c'est le forage au diamant qu'on appelle. Okay. En effet, le forage au diamant, c'est faire des forages creux et sortir des carottes de roche. C'est vraiment faire un forage dans la roche, sous terre. Dans la roche-mère? Dans la roche-mère, oui. Voilà, OK. Et à ce moment, on a commencé un programme de forage. Juste donner un peu un exemple. Une place comme Val-d'Or ou une place comme Chibougamau, mais ils ont peut-être eu 50 000 de trous qui étaient faits de forage. Le long de la veine, le long de... Oui. OK. Tandis des forages de diamant, je suis président diamant, parce que oui, il y a eu beaucoup de forages, qu'est-ce qu'on appelle des forages dans le mort-terrain, bien sûr, mais des forages au diamant dans la roche-mère, il y a juste une douzaine de trous sur 6 km qui étaient faits dans les 50 dernières années. C'est vraiment rien, c'est pas beaucoup. OK. Bien, écoutez, moi, je vous remercie infiniment, puis peut-être qu'un jour, vous allez vous enrichir, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous nous avez enrichis de tous vos propos. Merci beaucoup. Bien, merci, c'est un grand plaisir.